Regardez Captain Planet, quand même, c'est assez marrant. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Marion, et non pas Louise. Ouais. Je m'appelle Marion, et c'est super étrange pour moi d'être présente ici aujourd'hui, puisqu'il y a encore de ça 1 an, j'étais étudiante ici à l'INSA de Bourges. J'étais ce qu'on appelle une apprentie ingénieure. Pendant 3 ans, je travaillais pour une entreprise qui fabrique de l'électricité grâce au nucléaire, voilà, je me cache, et je dis pas de nom. Pendant 3 ans, j'allais comme ça de centrale nucléaire en centrale nucléaire pour assurer la sécurité sur les chantiers. Je prenais jusqu'à 3 avions par jour. Avec du recul, je me dis que c'est la pire chose qui me soit arrivée. Ça n'a rien à voir avec l'INSA ou avec Bourges. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans le sens où en fait j'étais bien loin de mon rêve d'enfant. À 5 ans, ça c'est moi sur la photo, voilà, je switch, vous avez vu, vous avez rigolé, tac, voilà. À 5 ans, j'ai passé tout mon temps dans la nature. J'ai expérimenté, je créais des cabanes pour les oiseaux, je faisais des élevages de hérissons, de grenouilles, je faisais plein de choses. Et à 5 ans, j'avais un rêve. À chaque fois qu'on me posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grande ?», je répondais que je voulais sauver la planète et aider les espèces en voie de disparition. Jusqu'à mes 14 ans, j'ai répété ça, à chaque fois qu'on me posait la question. Et à chaque fois, on me disait « C'est bien beau de rêver, Marion, mais c'est pas un métier, donc il faut que tu fasses des études pour avoir un bon salaire, t'acheter une belle maison, une grosse voiture, avoir un gentil mari, 2 enfants et le labrador qui va bien. » Voilà. Et c'est comme ça, à force d'entendre toujours la même chose, d'entendre que ce rêve, c'était pas possible, que j'ai fini par rentrer dans la masse et faire des études comme tout le monde et arriver à travailler dans le nucléaire, ce qui n'est franchement pas la solution pour moi la plus idéale pour protéger la planète. Heureusement pour moi, j'ai eu un déclic début 2018. J'étais encore en école d'ingénieur, je travaillais encore pour le nucléaire, mais j'ai eu une prise de conscience. Et du jour au lendemain, je me suis rappelée de mon rêve d'enfant et j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis devenue végétarienne, donc j'ai arrêté de consommer de la viande et du poisson. J'ai commencé à passer au zéro déchet. Je me suis investie dans des associations locales pour aller dans les écoles et sensibiliser les petits à devenir des éco-citoyens. J'ai commencé à créer des jardins partagés un petit peu partout, mais j'avais besoin d'encore plus. Pour moi, c'était pas assez. Avec l'urgence, il fallait que j'aille encore plus loin et encore plus vite. Et donc en septembre dernier, quand on m'a proposé des postes d'ingénieur dans des grands groupes industriels, j'ai décidé de les refuser pour être alignée avec mes valeurs personnelles. Et là, ça fait un bien fou de refuser ce genre de travail et d'être alignée avec ce que je suis depuis en fait mon plus jeune âge. Et j'avais vraiment envie en fait de rencontrer plein de personnes inspirantes et qui passent à l'action. J'ai traversé une période en fait où j'étais pas hyper bien, j'ai l'impression que j'étais impuissante par rapport à tout ce qui se passait. Mais c'est pas grave, je me suis dit, j'aime bien les défis, un petit tour de France à vélo, ça peut être sympa. Donc je suis partie à vélo. J'avais jamais fait de vélo avant, où j'avais la dernière fois, j'avais 7 ans, 7-8 ans. J'ai aucun sens de l'orientation, ça aussi c'est un gros défi quand on part pour un tour de France à vélo. Mais j'étais motivée parce que j'allais en fait de projet en projet, et donc je rencontrais que des personnes optimistes et qui construisent en fait une nouvelle société. Je suis partie donc le 12 mai dernier, et j'ai parcouru plus de 6000 km à travers la France. Au début j'avais prévu d'en faire 4000, mais comme j'ai vraiment pas de sens d'orientation, j'ai eu beaucoup de détours. Donc j'ai rajouté 2000 km. J'ai rencontré plus de 70 projets alternatifs. Il y a vraiment eu de tout. Aussi bien des écoles alternatives, avec des enfants qui ont des modes de pédagogie adaptés à leur potentiel, sur la coopération, des enfants qui font des cours dans la nature. Il y a eu des communes en transition, où les enfants vont à l'école en calèche ou à vélo. Des communes aussi qui mettent en place des écoquartiers. Il y a eu des entreprises engagées, des fermes urbaines, beaucoup de maraîchage en permaculture. En fait, toute une diversité d'acteurs et d'actions qui existent aujourd'hui et qui grouillent et dont on n'entend pas forcément parler. J'ai pas forcément le temps aujourd'hui de vous détailler chacune de ces actions, mais on pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'en cibler quelques-unes qui me tiennent à cœur pour que vous puissiez ensuite vous décider d'agir ou non dans ces actions. J'espère que la réponse sera oui. Ce qui est important, je pense, c'est de savoir par où commencer. Et l'alimentation, pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de notre quotidien. On a la chance aujourd'hui, on est en France, on mange tous les jours. Et chaque achat qu'on fait pour se nourrir a un réel impact. Comme disait Julien, la viande, c'est une consommation de ressources qui est énorme. Et donc juste en réduisant cette consommation sans forcément l'arrêter totalement, on peut déjà avoir un impact énorme. On peut réduire sa production de déchets. On peut réduire sa consommation de textiles, de vêtements, de tout ça. Mais on peut aussi agir collectivement pour avoir un impact aussi important. En fait, action individuelle et action collective sont complémentaires.
Quand je parle d'alimentation, est-ce que vous savez aujourd'hui dans le monde qu'il y a 1 personne sur 9 qui meurt de faim? Chaque minute, là où je parle, il y a 1 personne qui est en train de mourir parce qu'elle a le ventre vide. Et dans le même temps, on a dans nos pays occidentaux 5 personnes minute par minute qui meurent de faim parce qu'elles mangent trop. Elles souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Donc il y a ces deux opposés et en même temps, on gaspille 1/3 de la production alimentaire mondiale chaque année. 1/3. Alors qu'on pourrait largement nourrir beaucoup plus. Enfin, c'est juste aberrant et moi, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas qu'on laisse mourir des personnes sous prétexte. Enfin, en tout cas, il y a des solutions. Il y a des solutions et j'ai rencontré, quand je suis allée à Lille, dans le Nord, je suis allée rencontrer un monsieur qui, pendant des années, a travaillé pour l'Élysée. C'était un chef étoilé et donc il a préparé des repas pendant des années pour les présidents de la République. Et un jour, il en a eu marre et il a décidé de mettre son talent au service des personnes qui sont dans le besoin et qui meurent de faim. Il a décidé de créer ce qu'on appelle la tente des glaneurs. Donc en plus, il a voulu donner à manger à ces personnes-là en luttant en plus contre le gaspillage alimentaire. On est à Lille, on est sur le second plus grand marché d'Europe, le marché d'Oisem. Tous les dimanches, il y a plus de 650 commerçants qui se réunissent et il y a des milliers de personnes qui font leurs courses au marché. Et à chaque fin du marché, il y a plus d'1,5 tonne d'aliments, donc des fruits, des légumes, du pain, qui sont jetés et qui sont entièrement consommables. Là, je vous propose une petite immersion avec l'association, qui est composée de beaucoup de bénévoles. Concrètement, ça se passe comment? On se déplace dans les allées du marché avec des caddies et on va voir les commerçants récupérer les invendus avant qu'ils soient jetés dans les poubelles. Parce qu'après, ça part à l'incinération et on ne peut plus rien en faire. Donc une fois qu'on a récupéré ces invendus, on les trie. Parce que pendant le transport, il y a certains fruits ou légumes qui ont été écrasés et qui sont donc pas vraiment consommables. Tout est trié, c'est fait comme un vrai petit magasin, hyper bien agencé, avec des étals, et les personnes qui sont en précarité alimentaire viennent récupérer avec un sac de quoi manger pour la semaine. Et en plus, elles repartent avec le sourire et des fleurs. C'est pas beau? Et ça, c'est une action que j'ai rencontrée et ça m'a redonné foi en l'humanité de voir en fait qu'on peut. Il y a une problématique aujourd'hui de gaspillage alimentaire, des personnes qui meurent de faim, et en fait, on peut créer quelque chose d'humain et qui a du sens. Et ça, la tente des glaneurs, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment pris au cœur. Donc, ça me tenait à cœur d'en parler. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque Français gaspille 20 kilos de nourriture par an. Et je pense qu'on peut tous agir à notre échelle là-dessus, en réduisant les portions, en évitant d'acheter des promotions où on nous dit qu'on l'a mis dans le frigo et au final, on se dit bon, on va jeter, je sais pas, j'ai un doute, je vais être malade. Enfin voilà, après vous pouvez faire aussi ce que j'ai fait, du glanage. Pendant mon aventure à vélo, pendant 4 mois, je me suis beaucoup nourrie donc en zéro déchet, végétarien, mais aussi grâce au glanage. J'allais à la fin des marchés récupérer les invendus et je faisais aussi les poubelles des centres commerciaux. Et c'est juste ahurissant ce qu'on trouve, ça peut paraître dégoûtant, mais en fait il y a juste à soulever la benne, on se salit même pas, tout est suremballé dans du plastique, il n'y a pas de javel, enfin ça c'est terminé cette époque-là, je ne l'ai pas rencontré en tout cas. Et on trouve de tout, et principalement des produits bio qui sont suremballés. Et parce que pour 1 kilo de carottes, il y a une carotte qui a une toute petite tache de champignon, on balance le tout. Et donc comme ça, les poubelles sont pleines, et je me suis nourrie principalement grâce à ça. Si ça vous tente, vous pouvez aussi, vous, aller par surprise regarder ce qui se passe dans les poubelles, vous pouvez être vraiment surpris. En parlant d'alimentation, on va faire le test, ça marchait bien tout à l'heure avec les enfants, on va voir si ça marche avec vous. Qui aime les tomates parmi vous? Levez la main. Ok. Qui aime les carottes? Qui aime le café? Qui aime les oignons? Ok, je pourrais continuer comme ça avec beaucoup d'aliments. En fait, 75% de notre nourriture aujourd'hui, elle dépend de ces petites bêtes. Derrière, c'est ce qu'on appelle des pollinisateurs. On a des abeilles, des coléoptères, des mouches, il y a aussi les oiseaux, les chauves-souris. Il y a tout plein en fait, d'insectes, de biodiversité autour de nous qui nous permet de nous nourrir. Sans eux, en fait, on ne pourrait plus manger. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il est en train de se passer, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes sensibilisés, l'effondrement de la biodiversité. Avec 80% des insectes volants qui ont disparu en 30 ans en Europe. Et ensuite, logique, 30% des oiseaux, comme ils mangent les insectes, ils sont aussi impactés, qui ont disparu eux aussi. Donc on assiste à un véritable effondrement de la biodiversité. Cette illustration, je pense que vous l'avez vécu parfaitement. Quand on se baladait avant sur l'autoroute avec les pleins phares, les pare-brises étaient pleins d'impacts d'insectes. Aujourd'hui, on peut faire des centaines de kilomètres en ayant très peu d'impact. Ça, c'est juste en train de se passer sous nos yeux. Comme le disait Julien, il y a la 6e extinction de masse qui est en train de se produire et il faut vraiment qu'on agisse.
Aujourd'hui, on peut tous agir. On continue malheureusement à tendre vers une tendance à l'opposé, c'est-à-dire qu'on continue à urbaniser, à mettre du béton partout, à détruire toutes les zones d'espace naturel pour encore construire, etc. Ça, c'est à l'échelle collective. Mais à l'échelle individuelle aussi, on a des mauvaises pratiques. Je sais, mon père, par exemple, il a une super pelouse hyper bien tendue. Ça, tous ces jardins qui sont propres, c'est des jardins qui sont impropres à la vie. Il n'y a aucune biodiversité qui va aller s'épanouir dans un jardin hyper lisse. C'est pareil, il y a une pratique qui s'appelle l'écobuage et qu'on fait beaucoup. Aujourd'hui, quand on a un jardin, on estime que les déchets verts, en fait, on ne sait pas quoi en faire. Donc soit on les brûle, comme ici, soit on les met en déchetterie. Et en fait, c'est une véritable ressource. C'est de l'or vert qu'on peut vraiment réutiliser au jardin ou même ailleurs. L'écobuage, là ici pour un exemple, 50 kg de déchets verts qu'on brûle, ça correspond à l'équivalent de 13 000 km parcourus en voiture, en termes d'émissions de particules fines émises. Donc en plus de polluer l'air qu'on respire, ça pollue l'environnement. Et en plus, c'est complètement bête parce que tous ces déchets, c'est pas en fait des déchets, ce sont des ressources qu'on peut utiliser pour protéger la biodiversité. Je ne sais pas si vous voyez bien. On peut construire avec justement des branchages, avec des pierres, des petits cailloux. On peut construire en fait des écosystèmes qui vont pouvoir accueillir la biodiversité et leur fournir de l'alimentation. Avec du bois mort, on fait juste un tas et on peut attirer la biodiversité. Et ça, elle a juste besoin de ça. Aujourd'hui, on brûle tout, on ne veut plus le voir, etc. Mais c'est essentiel d'en mettre partout. On peut le faire dans les écoles, dans les communes, dans les entreprises, chez vous. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc XXL, juste un petit espace dédié dans son jardin, ça peut déjà être super si tout le monde le faisait à notre échelle. Parce que malheureusement, si on est tous, chacun avec notre petit jardin, qu'on tombe, en plus on s'embête à le faire toutes les semaines, on n'a pas fini. Donc il y a ce genre d'action qu'on peut faire pour protéger la biodiversité. On peut aussi créer ou participer à la création de forêts urbaines qui peuvent être comestibles, donc qui peuvent en plus de ça nous donner des plantes comestibles ou des fruits. Aujourd'hui en ville, on a des îlots de chaleur, ça devient insupportable. Au niveau en plus pollution atmosphérique, c'est un désastre. Et ça n'arrête pas d'augmenter, il n'y a plus d'arbres en ville, ou alors très peu, ils n'ont même pas d'espace pour leurs racines, on leur met du béton et ça ne leur plaît pas forcément, c'est sûr. Mais il faut vraiment préserver en fait les derniers espaces en ville qui sont disponibles pour y semer des forêts, pour justement réduire cette température, réduire la pollution et attirer la biodiversité. On peut également aussi participer à des jardins partagés et apprendre la permaculture. Est-ce que parmi vous, vous connaissez la permaculture? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui. Ok, c'est pas hyper apparemment courant. Alors la permaculture, c'est un mode de production qui s'inspire du fonctionnement de la nature et qui permet donc de produire des fruits, des légumes, enfin toute une sorte de produits alimentaires, mais de manière naturelle, 100% naturelle, sans intrants chimiques, sans pesticides. Et donc c'est bon pour nous, c'est bon pour le sol, pour la planète, pour la biodiversité, et c'est durable. Parce qu'aujourd'hui, notre système agricole repose sur l'épandage de pesticides, d'engrais, qui pour le coup polluent les sols, polluent les eaux en profondeur, enfin c'est un désastre affreux. Et en France, pendant mon aventure, j'ai rencontré énormément de jardins partagés comme ça qui se créent, et on apprend tellement de choses, il y a une diversité déjà sociale, où on peut s'enrichir les uns les autres, en plus d'apprendre la permaculture, et après pouvoir le dupliquer chez soi. J'ai également pu rencontrer des fermes collectives, pareil aussi en ville, où là on peut carrément apprendre à avoir un poulailler chez soi, en plus de faire de la permaculture, on peut y apprendre l'éco-construction aussi, avec des méthodes en terre-paille, par exemple pour faire un four en terre-paille comme à l'ancienne. Des fermes urbaines aussi, ouais, dans des anciennes gares, ou même sur le toit ici d'une ancienne base sous-marine. En fait, en ville, ça devrait être comme un terrain de jeu où on se dit, chaque bâtiment, en fait, on peut lui donner une nouvelle utilité, ou encore plus d'utilité que la fonction qu'il a initialement. Et là, on pourrait végétaliser, créer de la nourriture, créer la biodiversité, la favoriser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la biodiversité, on a plus de 10 ans pour la sauver. Et sans elle, concrètement, on ne pourra plus se nourrir. Donc il est vraiment urgent d'agir. Il n'y a pas de transition. Le Black Friday, c'est demain. Le Black Friday, c'est demain. Et pour moi, ça représente la journée qui symbolise pour moi la société de surconsommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Surconsommation, ça me fait penser à moi à l'exploitation qu'on fait de tout. Aujourd'hui, on exploite les sols, les forêts, les océans, les rivières, on exploite les humains, les animaux, on exploite tout. Hier, j'ai vu un article, je suis tombée des nues, un article où en Russie, des exploitations agricoles sont en train de tester des casques de réalité virtuelle sur des vaches, en leur projetant des images de prairies pour augmenter la productivité des vaches. Bravo.
Je me dis que si on se bouge autant à être créatif pour trouver des idées pour augmenter la productivité que pour le climat, là on serait pas ici. Et donc demain, on va continuer comme ça à consommer parce qu'il y a des promos et qu'on pense que c'est l'offre en or et qu'on a vraiment besoin de ça pour avoir notre bonheur. Mais le bonheur, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir toujours plus, mais finalement être seul chez soi et en plus se lasser de tout ce qu'on a et de ne pas savoir ce qui est l'essentiel, comme tu disais Julien? Pendant 4 mois, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que pendant mon aventure, j'avais rien, j'avais juste un vélo. Et en fait, j'avais tout. J'avais un vélo, j'avais une tente, j'avais de quoi me faire à manger, de quoi me soigner. Et en fait, j'ai jamais été aussi heureuse parce que j'ai rencontré des gens. En France, on peut penser qu'on est tous hyper individualistes, que personne n'allait m'accueillir. Et bien au contraire, j'ai rencontré l'humanité. Et même en France, ça existe. Donc ça donne chaud au cœur, ça fait plaisir. Et j'étais super bien accueillie. Et pendant 4 mois, j'étais heureuse sur les routes avec pas grand-chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on revoie cette notion qu'on a aujourd'hui du bonheur. Et que c'est véritablement un état d'esprit. Et que je pense pas que la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, qui exploite tout comme le vivant, ce soit une société qui nous rende heureuses. Je pense aussi qu'il est temps de se responsabiliser et de faire preuve d'humilité. La planète, elle a 4,6 milliards d'années. 4,6 milliards d'années, si on le met sur une journée de 24 heures, cette durée de vie, nous les hommes, on arrive à 23h, 58 minutes et 43 secondes. On arrive aux dernières secondes et en si peu de temps, on a réussi à modifier tous les équilibres planétaires qui ont mis des milliers d'années à s'instaurer. Aujourd'hui, on ne comprend pas qu'on fait partie de la nature. Peut-être certains d'entre vous ont cette sensibilité-là, mais on a l'impression qu'on a été propulsés là et on fait ce qu'on veut, c'est notre terrain de jeu. En fait, on fait partie d'un équilibre. C'est comme la biodiversité, c'est comme le gaspillage alimentaire. Il faut avoir un certain équilibre. Et pour moi, le mot écologie, ça veut dire quoi? Éco, quand on regarde étymologiquement, éco, c'est la maison. Logis, c'est la compréhension. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne notre maison. Donc, c'est-à-dire se comprendre soi, comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont nos potentiels chacun, les développer. Parce que c'est ça le bonheur. Prendre soin des autres, les personnes qui vivent avec nous, et prendre soin de notre terre commune. C'est la planète Terre. On n'en a qu'une et on en fait tous partie. Et ça me tient à cœur aujourd'hui de vous dire que voilà, l'écologie, c'est ça avant tout. Et qu'il faut qu'on s'unisse et que c'est dans la coopération qu'on va réussir à faire évoluer les choses, quoi. Voilà, c'était le petit mot de fin. J'espère que j'aurai semé des graines. Et merci pour votre attention. J'ai oublié un truc. Vous aimez les vacances ou pas? Il y a une super méthode de vacances, ça s'appelle le woofing. Le woofing, ça permet de... Je l'ai fait pendant mon voyage. Ça permet en fait d'aller chez l'habitant, d'apprendre par exemple à traire des chèvres, à faire paître les chèvres en montagne, à faire plein de choses. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez mieux. Plutôt que de prendre l'avion, aujourd'hui chaque seconde, il y a un avion qui décolle, un avion qui atterrit. Et ça fait que augmenter et ça a des impacts énormes sur l'environnement et sur les populations locales. Et en fait, on peut s'éclater. Moi, je me suis éclatée à partir en montagne, jouer du ukulélé avec des chèvres. Et c'est gratos, parce qu'en plus, j'étais logée par les personnes et j'étais nourrie. Mais c'était comme des vacances, c'était comme si je partais au ski. Je me suis éclatée, j'ai appris à faire de la permaculture comme ça. Et j'ai appris aussi à faire de l'éco-construction. C'est super drôle, on prend de la terre avec de la paille et puis en fait, on claque comme ça hyper fort sur les murs. Et on peut sculpter plein de choses. Ici, c'est un rocket stove, donc c'est un moyen low-tech de faire de la chaleur et de la cuisson. Il y a plein de choses qui existent et je pense qu'il faut juste qu'on définisse un peu quelles sont nos valeurs, nos priorités et le principal, voilà, c'est de croire en soi parce que finalement les seules limites qui existent, c'est celles qu'on se fixe nous et ça se passe là-haut. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de dépasser nos limites plutôt que celles de la planète. J'ai terminé, c'est bon. Merci.